Chers amis, je suis Alexis Brézet, je dirige les rédactions du Figaro et je suis très heureux de vous accueillir, d'accueillir nos invités et nos premiers visiteurs pour ce grand événement qui est le bicentenaire du Figaro. Vous êtes les premiers à pénétrer dans cette halle du Grand Palais, dans sous ces magnifiques voûtes. Merci d'être là. Il y a 200 ans, deux jeunes gens, Maurice Alloy et Étienne Arago, qui étaient deux jeunes gens à la mode, très ambitieux dans le Paris de la Restauration de Charles X, lançaient une feuille littéraire, une feuille satirique, un tout petit journal de rien du tout, qu'ils distribuaient en voiture à cheval, qui était le premier Figaro, qui était à l'époque un hebdomadaire. Et puis le Figaro est devenu quotidien quelques années plus tard du temps de Villemessant. Et ensuite, il n'a plus, depuis cette époque-là, depuis le Second Empire, il a continué sans interruption, pardon, à part quelques interruptions dues à la guerre de 70 et puis à la guerre de 40, quand le Figaro, sous la direction de Pierre Brisson, a décidé de se saborder pour ne pas continuer de paraître sous le joug allemand. Merci d'être là. C'est le lancement maintenant, à l'heure où je vous parle, de 3 jours de débats, de discussions, de concerts, de spectacles qui vont se dérouler ici sur cette scène. Les émissions de Figaro TV vont être ici enregistrées en direct. Il y aura demain matin la conférence de rédaction du Figaro. Donc 3 jours avec plein d'événements. 3 jours où on peut voir cette magnifique exposition. J'espère que vous aurez le temps d'aller la regarder en détail, qu'on doit à notre commissaire scientifique qui est Claire Blandin, qui est professeur à Paris-Sorbonne, et à Guillaume Perrault, qui est un journaliste du Figaro, qui ont mis au point cette exposition avec toutes ces vidéos, ces œuvres originales, puisqu'on a le portrait de Proust de Jacques-Émile Blanche, on a des manuscrits de Jean d'Ormesson, de Mauriac, et bien d'autres choses encore que vous allez découvrir. Donc prenez le temps de visiter cette exposition, parce que je crois que ça vaut le coup. Alors donc le premier événement de ces fêtes du bicentenaire, c'est ce débat, cette rencontre que Morgane Miel de Madame Figaro va animer dans un instant. Morgane Miel qui est rédactrice en chef à Madame Figaro, autour de la question de la mode et de la place de la libération de la femme par la mode. Et on pourrait se dire, mais pourquoi le Figaro commence sa semaine ces 3 jours sur un événement, sur un sujet comme celui-là? Après tout, le Figaro, c'est plutôt de la politique internationale, etc. Pas du tout. Pas du tout. Depuis l'origine, depuis Hippolyte de Villemessant, le Figaro, qui a commencé, je vous le disais, comme une feuille littéraire, théâtrale, artistique, s'est intéressé à la mode et à la femme. Hippolyte de Villemessant, qui est le vrai créateur du Figaro, a commencé par créer un journal féminin qui s'appelait La Sylphide, un journal de mode qui était écrit par des femmes et par des hommes, parfois sous pseudonyme féminin, qui parlait de la mode du Second Empire. Et Hippolyte de Villemessant, qui a tout inventé en matière de presse, avait eu notamment l'idée de parfumer son journal qui s'appelait La Sylphide. Il avait trouvé un petit parfumeur pas connu du tout qui s'appelait Guerlain. Et Guerlain avait parfumé cette Sylphide qui avait été ensuite distribuée aux lecteurs de ce qui était l'ancêtre du Figaro. Et puis ensuite, Villemessant a créé le Figaro, l'a transformé en quotidien, mais a gardé dans tous les Figaros qu'il a créés cet intérêt, je vous l'ai dit, pour les spectacles, pour le théâtre et aussi pour la mode et pour la vie parisienne et pour la vie des boulevards. Et donc la question de la mode, de la femme est depuis l'origine associée à l'histoire du Figaro. Et si vous vous promenez dans la partie droite, enfin droite pour moi, de l'exposition, qui est la partie la plus ancienne de l'histoire du Figaro, vous verrez plein de campagnes de publicité tout à fait intéressantes pour le Figaro de la Belle Époque, toujours avec des femmes qui sont l'emblème du Figaro, dont on pourrait se dire a priori que ça peut avoir une image masculine. Eh bien pas du tout, regardez et vous verrez, toutes les campagnes de pub sont des femmes, souvent des femmes, il y en a beaucoup avec des avions autour de la Tour Eiffel, etc. Vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, tout ça pour vous dire que ce débat que Morgane Miel va animer maintenant va être passionnant et je vais lui laisser la place et laisser la place aux invités qu'elle va vous présenter. Merci beaucoup d'être là, bonne visite et bon débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Alexis, merci. Bonjour, bonjour, merci à tous d'être avec nous ce matin pour évoquer 200 ans d'émancipation féminine à travers le vêtement. C'était le thème de notre numéro spécial de Madame Figaro, pensé pour les 200 ans du quotidien à l'initiative d'Anne-Florence Schmitt, qui est notre directrice de la rédaction, présente dans la salle et que je salue. Alors, ce n'est un secret pour personne, ce que nous portons révèle souvent, cache parfois qui nous sommes. Et si aujourd'hui, les femmes, majoritairement dans le monde occidental, ont la liberté de choisir leur tenue, de jouer avec leur style ou de le définir, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et l'actualité nous en donne une illustration criante, pour comprendre que ce sujet du vêtement, loin d'être futile, est un sujet en réalité éminemment sociétal, politique, culturel, et puis dans nos vies de tous les jours, c'est aussi un sujet qui est au cœur de la vie des femmes, tout simplement, et de leur quotidien. Mais il suffit aussi de se tourner vers notre histoire récente, ce long 19e siècle, comme l'appelait l'historien britannique Eric Hobsbawm, qui le fait commencer à la Révolution française, finir avec la Première Guerre mondiale, pour comprendre qu'il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, le vêtement chez la femme était encore un outil de contrainte qui l'empêchait de bouger, qui l'empêchait de respirer la plupart du temps. Alors comment les femmes ont-elles libéré leur silhouette et par leur silhouette également aussi leur destinée? Comment la mode a-t-elle accompagné cette difficile conquête, vous allez le voir, de leur autonomie? Et aujourd'hui, ont-elles encore vraiment la liberté de jouer tant que cela avec leur silhouette? Pour en parler ce matin, je reçois un plateau d'exception. Avec nous, nous avons Olivier Saillard, historien de la mode, directeur artistique de l'image et de la culture de la maison Weston. Merci d'être là, Olivier. Nous avons également avec nous Farida Khelfa, réalisatrice, productrice de documentaires, mannequin et auteure d'une enfance française que je vous recommande vivement chez Albin Michel, paru en 2024. Charlotte Defayet, qui a repris la marque Molly pour en faire une marque phare portée par les femmes aujourd'hui au travail. Vous allez nous en parler. Merci à tous les trois d'être ici avec nous ce matin. Je m'assieds parmi vous. Avant de me tourner vers Olivier. Si vous le voulez bien, bonjour Olivier. Bonjour. Nous allons rester encore quelques minutes au creux de ce 19e siècle, qui n'a pas été très drôle en fait pour les femmes, parce qu'on l'ignore souvent, mais juste après la Révolution française, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme militaire, un général qui prend le pouvoir, qui est Napoléon, et qui va instaurer en 1804 le retour à l'ordre moral, à l'ordre tout court, et le code napoléonien, qui fait de la femme, qui place la femme sous la tutelle de son mari, comme ses enfants. Donc il les prive en fait de leur capacité juridique, au même titre que leurs enfants. Elles vont rester sous cette autorité jusqu'en 1965, ce qu'on ignore. Est-ce que, avant d'aller plus loin dans le débat, Olivier, vous pouvez nous raconter, nous décrire, qu'est-ce qui, dans la silhouette des femmes, symbolisait ce retour à l'ordre, à l'autorité, ce carcan moral, et religieux d'ailleurs, qui restreignait les femmes? C'est ambigu. Le 19e siècle commence par un effet de mode plutôt libératoire, parce que ce sont des robes à taille haute, empire, qui sont des chemises. Le corset devient presque une allusion de corset. Donc c'est paradoxalement, le 19e siècle s'ouvre sur un grand moment d'indépendance. On craint beaucoup que les femmes prennent froid parce qu'elles sont habillées de chemises de coton hiver comme été. Et puis, plus le 19e siècle entre et se bâtit, se construit, plus on édifie autour de la femme une architecture de mode qui devient une prison. Les femmes sont très belles, les manches deviennent gigots, enflent à foison au fur et à mesure qu'on entre dans le 19e siècle et qu'on évolue. On fait apparaître un corset très présent qui fait dire à Manet que la vraie nudité, c'est le corset. C'est pas voir une femme nue. Voir une femme nue, c'est deviner le bout d'une bottine avec un panty qui dépasse. Et c'est la voir en corset avec le lacet qui se délie. C'est pas tout à fait de la voir nue. Et puis on invente ce qui est une étrangeté, la crinoline. La crinoline, c'est une énorme architecture. Il va y avoir ensuite des faux culs, des écrevisses,
des protubérances de mode qui, il faut bien l'admettre, rangent la femme du côté des bibelots. Elle est belle à regarder, elle est belle à peindre, elle a parfois des salons littéraires, mais elle est surtout une puissance invitante et elle est surtout là pour paraître alors que l'homme a déjà un habillement complètement raisonné. Depuis la fin du XVIIIe siècle, je fais des grands raccourcis. L'habit d'homme, et Oscar Wilde avait écrit de très beaux textes qui sont disponibles lors de conférences qu'il donnait aux États-Unis, où il dit que l'homme a tout de suite compris qu'il y avait une raison pratique aux vêtements, et il se l'est attribué bien sûr en premier. Et donc dès le début du XIXe siècle, il y a une résolution entre le pantalon, la veste, le gilet, la cravate. C'est comme un double du corps qui permet de bouger, qui permet de marcher. Et autant l'homme était cette puissance grave, habillé tout de noir, qui devait incarner la moralité, la dignité, l'officialité, autant la femme était ce bibelot de taffetas, de satin, très joli à regarder, très belle à peindre par Ingres et par les autres, mais on doit bien convenir avec une relation à la vie très particulière. Je me souviens avoir lu des articles, notamment dans le Figaro des modes. Le Figaro des modes commence en fin 19e siècle et poursuit en 1900. Et il y a un intervieweur qui demande à une femme, qui donne des leçons de goût, est-ce qu'il est de bon ton d'avoir un sac à main? Parce que c'est la question, au début du XXe siècle. Et elle répond, mais absolument pas, il faut un chauffeur. Une femme n'a aucune idée de devoir avoir les clés de sa maison chez elle. Et puis de toute façon, elle n'a pas de carnet de chèques. Elle a de l'argent, mais ce sont les domestiques qui font les courses. Donc il n'y a aucun usage d'avoir un sac à main. Elle est déplorée qu'on lui pose cette question. Voilà où on en est quand même au début du 19e. Je crois que les corsets étaient renforcés par des tiges en arête de poisson. C'était peut-être assez douloureux quand même. Il y a eu des corsets, il y avait beaucoup de fabricants de corsets à Paris. C'était de toute façon certainement douloureux. Il y avait des corsets même pour femmes enceintes, il faut le savoir. Il y en a dans les collections du Palais Galliera. On portait des corsets de femmes enceintes. Il y avait des corsets aussi pour hommes, pour certains qui appréciaient. Mais c'était peut-être une autre discipline. Et oui, l'industrie du corset. Et d'ailleurs, les femmes ont été très attachés. Lorsque, à la guerre de 14, on a éliminé le corset, beaucoup, comme vous savez, on est parfois son propre bourreau, comme ces personnes qui se faisaient un coup d'eyeliner pour le sourcil, ça notifiait une époque, une date, une mode, et beaucoup de femmes ont voulu rester attachées à leur corset jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Alors justement, et après j'en viendrai à vous, Farida et Charlotte, mais justement Olivier, quels sont pour vous les plus grands moments dans l'histoire depuis 200 ans qui ont été libérateurs pour les femmes et leur silhouette? Alors, on peut dire sans doute possible que les deux grands moments d'émancipation de la mode appartiennent aux femmes et non pas aux couturiers qui auraient eu des idées fantasques pour les libérer. Ça, c'est pas vrai. C'est la guerre de 14 et la Seconde Guerre mondiale sont les deux grandes périodes où les femmes ont été placées en avant de l'actualité urbaine, civile, sociétale. Elles ont dû remplacer les maris, les frères, les pères. Qu'on se tranquillise, ça a été de courte durée, car quand ils sont revenus, elles sont vite revenues au logis. Chanel est arrivée. Mais Chanel était là. Et Chanel a ôté le corset, a donné une silhouette beaucoup plus souple. Elle a fait des vêtements en tricot, ce qui apparaît lié aussi. Elle était la première à faire des pulls en trompe-l'œil. Donc en fait, la révolution du vêtement est arrivée par les femmes. Pas seulement les femmes qui ont fait la guerre, mais aussi les femmes couturières. Tu as raison de Madeleine le dire. Vionnet aussi. Madeleine Vionnet, grande libératrice. Voilà, grande libératrice. Puisque tu incarnes justement ce métier de mannequin, ça me rappelle aussi un autre article qu'il y avait en 1904 dans le Figaro des modes. C'est le premier article où on voit une mannequin chez Paul Poiret à l'exercice de son travail. Et en fait, elle porte un long fourreau noir parce que la cliente n'aurait pas pu supposer que cette mannequin de mauvaise vie puisse porter à même la peau les modèles d'un grand couturier. Et ce fourreau noir, qui est aussi à l'image du 19e siècle, il a été brûlé par Madeleine Vionnet, qui a été la première à faire défiler les mannequins en peau.
Et ça, le seul article qu'on connaît, c'est dans le Figaro des modes. Et ça, c'est vrai que tu as raison de le dire. Il y a, dans cette époque d'émancipation qui fait suite à la guerre, les années 20 sont la seule décennie, je dirais, qui appartient aux couturiers femmes. Madeleine Vionnet, Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli arrive. Toutes les femmes sont là. Et puis après, allez savoir pourquoi. Elles disparaissent. Pourquoi les hommes ont pris la place des femmes? On ne sait pas. Et on va se poser la question. Mais vous nous dites 3 choses en nous disant ça, tous les deux. D'abord, il a quand même fallu 2 guerres mondiales pour libérer la silhouette des femmes. Donc c'est intéressant quand même de le noter. Qu'est-ce qui les libère pendant les guerres mondiales? C'est qu'elles vont travailler à la place des hommes. Donc c'est le monde du travail, ce qu'on appelle le workwear. D'abord, le corset les empêche de bouger à l'usine, donc des robes sans corset. Les jupes les empêchent de grimper sur les avions quand il faut renforcer l'effort de guerre et fabriquer plus d'avions, d'obus, etc. Donc, le pantalon. Et les tissus qu'elles portent risquent de prendre feu, donc le denim, qui est un tissu anti-feu. Donc, c'est quand même le travail aussi, le monde du travail, l'uniforme du travail qui les libère. Clairement, c'est parce qu'elles avaient l'exercice et on peut dire, entre guillemets, une forme d'émancipation au travail, qu'elles ont dû revoir leur garde-robe. C'est encore plus clair pendant la Seconde Guerre mondiale qu'à un moment de mode très important. Les femmes mettent les vestes de leur mari ou de leur père, elles les retaillent, les épaules sont grandes, les jupes sont courtes. C'est finalement une allure très d'aujourd'hui. Mais tout se raccourcit parce que pour bouger, on ne peut pas être dans des robes de bal, hein. Pour bouger, et Charlotte va nous en reparler tout à l'heure. Ça, c'est la première chose que vous nous dites. La deuxième chose, c'est que quand ces guerres s'arrêtent, hop, tout le monde à la maison, et on le dit après notamment la Seconde Guerre mondiale, les femmes doivent repeupler la France, ça vous rappellera un discours actuel, c'est le réarmement démographique, on les renvoie à la maison, elles doivent faire des enfants, c'est là qu'on les attend, et là apparaît Dior, la femme fleur, les robes crinolines, on revient sur une mode plus corsetée à nouveau. C'est bien ça? En fait, avec la fin de la guerre et l'apparition du New Look de Dior, mais pas seulement de Dior, Jacques Fath est aussi sur ce terrain-là, Pierre Balmain, les femmes redeviennent ces bibelots du 19e siècle. D'ailleurs, c'est une mode qui s'inspire beaucoup du 19e. Mademoiselle Chanel aura beaucoup à dire contre cette mode-là et ça va motiver son retour. Mais en effet, Dior s'inspire de la ligne Belle Époque, qui est celle de 1900, pour revoir, selon les courbes d'un S, une ligne. Là où il y avait un corset, il y a maintenant une gaine. Là où il y avait des crinolines, il y a des vêtements très juponnés. C'est clair, la femme doit être à l'intérieur, sous des lustres ou dans sa cuisine. On invente Tupperware pour qu'elle range dans des boîtes en plastique toute sa vie. Et c'est son destin. Mais c'est aussi un truc économique. C'est parce que les frères Boussac avaient beaucoup de tissus, qu'il y a beaucoup de vêtements qui ont été faits avec du tissu de parachute. Donc, Dior s'est dit, bon, allez, allons-y, n'ayons pas peur. Après les restrictions de la guerre, l'opulence était de nouveau de mise. Mais c'est vrai que les femmes, les mannequins à cette époque-là, avaient des tailles de 50 cm. 50 cm, vous n'imaginez pas ce que c'est, mais c'est vraiment très petit. Moi, je ne peux pas rentrer dans des vêtements comme ça, bon, même les mannequins d'aujourd'hui. Scarlett O'Hara qui n'arrive pas à respirer, voilà. 47 cm. C'est fou, ouais. Donc, mais tu as raison de dire, il y avait aussi cette tentation bien naturelle, après ces années de restriction, d'aller vers du fast. Ce qui a causé scandale chez Dior, c'est d'utiliser des métrages de tissu comme il n'y en avait plus. Mais c'était aussi le grand bonheur de pouvoir y regoûter, de pouvoir se replonger dans des mètres et des mètres de taffetas, alors que ça avait été interdit. C'est l'ambiguïté de la mode, de replonger de manière conciliante vers des pièges. Et alors vous nous dites une troisième chose, c'est quand même la différence incarnée par les femmes couturières qui utilisent majoritairement, c'est intéressant quand même de le voir, la maille, tout simplement pour que les femmes puissent bouger. Et alors arrivent les années 60, 70, la libération sexuelle, la libération des mœurs, c'est la mini-jupe, et puis en sorte d'effet miroir inversé, les années 70, Saint-Laurent, le tailleur pantalon avec l'arrivée le règne du monde de la finance, l'entrée des femmes dans le monde de l'argent. Et là, je me demande, Olivier, je me tourne aussi vers vous, Farida, et vers vous, Charlotte. Il y a une historienne, une sociologue, Élodie Chazalon, qui a beaucoup étudié ce power dressing, le tailleur pantalon, et qui pose la question, qui dit, est-ce que c'est une libération
par rapport à la mini-jupe, ou est-ce que c'est finalement le fait d'épouser les codes masculins? Est-ce que c'est finalement la chose la plus conventionnelle, traditionnelle, qui nous ramène encore au fait que pour se libérer, la femme doit imiter l'homme? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Était-ce une libération? Est-ce que c'est pas juste quelque chose d'esthétique? C'est assez élégant, un costume d'homme sur un corps de femme. C'est quand même quelque chose de... Bien sûr, ça impose une certaine masculinité, mais en même temps, ça révèle aussi une grande féminité. C'est l'ambiguïté, tout ça. Marlène Dietrich en smoking, Grace Jones en smoking... Même plein de femmes, en fait, se sont habillées en hommes. Pas tellement, il me semble, pour les imiter, mais juste parce que c'est une grande élégance. Et aussi pour le mouvement, pour pouvoir bouger mieux dans son corps, et aussi pour avoir des attitudes d'homme. Mais parce que on pensait peut-être à l'époque être sur un pied d'égalité avec les hommes dans les années 70. Après les années 60, on s'est dit, bon voilà, ça y est, on est égal. Et c'est pas vrai. On n'y est pas encore. On y arrive, on y arrive. Et puis les années 80 montrent à l'inverse une femme hypersexuée. C'est Madonna sur scène, c'est avec les corsets de nouveau. Les corsets de Merci nouveau. Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Mais là, Thierry c'était très Mugler. esthétique aussi, la démarche de Gaultier. C'est vraiment le corset, le retour du corset, mais porté par une femme qui est loin d'être une victime. Madonna ne représente pas une femme assujettie aux hommes, ou alors si c'est son désir, mais pas dans sa propre image. Et aussi les costumes hyper épaulés qui font référence à la guerre 40 et qui sont hyper élégants, ce que prenaient beaucoup. C'était une libération ou encore une entrave et Ah, le besoin de répondre à un standard qu'on attendait finalement des femmes? Moi, je crois que c'est une libération quand même. Je crois que la femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Et si elle veut s'habiller en homme, elle peut. Si elle veut s'habiller en mini-jupe, elle peut. Si elle veut s'habiller en tout ce qu'elle veut, elle peut, en fait. Voilà, on ne doit pas imposer son vestiaire aux femmes. On ne doit pas dire aux femmes quels sont les codes qui sont pour les femmes. D'ailleurs, Gaultier a mis les hommes en jupe, et ça a tout à fait fonctionné. Il n'avait pas du tout l'air d'être féminisé ni ridicule. Au contraire, ça a exacerbé leur masculinité. Donc c'est assez marrant, la mode, ça révèle qui on est. Donc voilà, vous faites de la maille et vous avez envie de bouger dans votre corps et voilà quoi. C'est vrai que ce power dressing qu'on a vu arriver, dont tu parlais, je pense qu'effectivement on a pris les codes masculins parce que c'était le début des femmes dans le monde de l'entreprise avec quand même toutes ces uniformes d'hommes. Je pense que pour beaucoup de femmes, le costume aussi, c'est clé en main. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, c'est un peu le casse-tête de beaucoup de femmes le matin, c'est quel haut avec quel bas. Je pense que le costume a cet avantage. Et moi, j'ai en face de moi mon mari qui saute dans son costume le matin et je suis toujours jalouse. Parce que je me dis, il n'a pas l'air de prendre trop de temps et c'est un gain de temps. Et après, à lui de vivre sa journée. Je pense que pour beaucoup de femmes, tout de même, le costume reste peut-être un peu contraignant en termes de mobilité, parce qu'effectivement, c'est rigide. Quand on voyage, on doit porter son costume avec un porte-veste, etc. Ça se froisse. Donc, c'est pas si facile, quand on a une vie très active, de vivre avec des costumes, même si c'est d'une allure folle. Et moi, le propos, effectivement, quand j'ai repris la marque Molly, j'ai tout simplement lu l'histoire de la maille. Et j'ai lu un livre passionnant qui s'appelait Le stiff et le cool. Donc le stiff, c'est le tissu, c'est le raide. Et le cool, c'est la maille, c'est le souple. Et la maille, elle est arrivée par le sous-vêtement. Et on parlait tout à l'heure de Chanel. Effectivement, c'est elle qui a fait de la maille un vêtement. Alors qu'au départ, ça n'était qu'un sous-vêtement. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, cette idée d'apporter du style et du confort à la fois. Je crois qu'elle avait une obsession, c'était le confort pour les femmes. Et moi, c'est un petit peu mon obsession aussi, parce que je trouve qu'on ne vit pas les mêmes journées quand on est bien dans ses vêtements. On est bien dans sa tête et on est bien aussi pour bouger. Et je crois que nos vies aujourd'hui, on a des vies très remplies. On va sur des vélos, on court au métro, on a 4 choses à faire dans la journée, on dépose nos enfants, on va au bureau, peut-être qu'on a un déjeuner de boulot, ensuite on doit aller vers une expo. Enfin, et tous ces moments-là, en fait, on ne peut pas les vivre en se changeant à chaque fois. Et l'avantage de ces vestiaires clés en main, et c'est un peu le propos de Molly, c'est d'offrir une tenue
où voilà, certaines femmes vont pouvoir se mettre dans leur tenue molly et vivre leur journée la tête libérée. Et je pense que c'est ça un des enjeux dans le vestiaire pour certaines femmes, pas toutes, mais toutes celles qui ont cet enjeu qui ne peuvent pas venir au bureau le matin en jean, même si c'est l'uniforme aujourd'hui. Donc toi, tu as essayé de réconcilier cet uniforme du costume sans sa rectitude. Exactement. Et je tiens quand même à rappeler que carrière et carrure, en fait, viennent de la même étymologie. Ça vient des carrières de marbre en Italie, carriera, donc c'est le bloc de pierre. Et les années 70, les années 80, le tailleur pantalon, c'était ce bloc rectangulaire. Et Charlotte, elle prend le costume et elle le rend souple, rond et mobile. Et en fait, c'est l'idée de proposer effectivement un outfit entier en maille. Et c'est amusant parce que ce que je raconte, c'est beaucoup des témoignages aussi de femmes qui me l'ont dit, parce que j'ai un parcours marketing, donc tout ce que j'aime, c'est écouter les clientes. Et dans mes clientes, j'ai beaucoup d'avocates, des femmes qui sont dans des entreprises où il y a des présentations, des comités de direction, etc. Et il y a un enjeu quand même. Le vestiaire, leur tenue est importante. Et elles me disent, moi j'ai rangé même mes tenues molly comme un petit uniforme, parce que beaucoup de femmes, je pense, sont totalement paumées, ne savent pas ce qu'elles doivent se mettre le matin. Quelque chose, Olivier ? Oui, une personne qui aurait été heureuse de réentendre ce sur quoi elle a travaillé, c'est Sonia Rykiel, parce qu'elle avait ce même type de propos et elle s'était prise à inventer une garde-robe pour elle, ce qui est souvent le cas des femmes, et c'est de bons conseils, en maille, parce que ça libère. Et son propos était de faire une mode qui devait accompagner les femmes tout au long de la journée également pour vous, mais qu'une pièce pouvait se mélanger à l'autre et que de cela naissait un uniforme qui pouvait se démultiplier. Et j'aime cette histoire qu'au début de sa carrière, Sonia Rykiel avait été élue la femme la plus vilainement habillée dans un manteau noir, et puis 10 ans après, elle avait été élue la femme la plus chic dans ce même manteau noir qui était le même. Donc il y avait eu entre-temps 10 ans d'émancipation et de prise de pouvoir que Rykiel a comme vous le faites en ce moment, les créatrices femmes sont plus engagées vers cette libération du corps. Mais je voulais aussi dire que, inversement, moi, les seuls moments où j'ai porté des jupes, c'était des kilts de Jean-Paul Gaultier. Et franchement, c'est emmerdant de porter une robe. Parce que quand on va dans une voiture, il faut faire comme ça pour pas que le truc se prenne dans la portière. En fait, il y a une raison simple que le pantalon, c'est bien, c'est que c'est très pratique aussi. Et donc Saint-Laurent, il a voulu libérer la femme selon vous, ou oui, je pense qu'il y a deux créateurs qui existent dans cette émancipation. Non pas qu'ils l'aient suggéré, mais ils l'ont entendu. C'est Yves Saint-Laurent et Issey Miyake, à 2 endroits différents. Et vraiment, ils ont très entendu. Yves Saint-Laurent, vous connaissez par cœur cette libération, ce costume d'homme, tout ce vocabulaire vestimentaire plutôt qu'un vocabulaire de mode. Quelque chose qui pourrait s'enraciner dans les vestiaires plutôt que disparaître. Et Issey Miyake, je me souviens qu'il m'avait dit à une conférence qu'il s'était réveillé après 10 ans de création en regardant depuis son hôtel les passants, en se disant mais c'est un échec ce que j'ai fait, alors qu'il était très très au fait de sa gloire. C'est un échec de voir ces gens qui ont besoin de vivre, et c'est pas en leur inventant des protubérances de mode qu'ils vont se soulager. Et donc il a inventé Pleats Please comme ça, qui était un vêtement très simple, très souple, qui peut se laver dans un lavabo, dans un hôtel, sécher en 1 demi-heure et se transporter très facilement. Mais ils sont peu, les créateurs hommes, à avoir engagé une réflexion là-dedans. Alors, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on regarde tout ça aussi en images grâce à cette capsule vidéo qui a été réalisée par nos équipes de journalistes et Jérôme Gauthier. Merci à lui. Je laisse les images défiler. Le vêtement a le pouvoir de nous révéler, en silence, telle une évidence. C'est un langage en soi, qu'il soit social, culturel ou symbolique. Et parmi toutes ces expressions, l'une des plus fortes est celle du vêtement de pouvoir, le power dressing. Certains habits ne disent pas seulement qui nous sommes, ils montrent ce que nous représentons. Jusqu'au début du XXe siècle, le vêtement obéissait à des codes stricts, selon les classes et les métiers. Oui, l'habit faisait le moine. Et il disait tout du genre. Force est alors de constater que les femmes étaient nettement plus contraintes que les hommes, soumises à des artifices douloureux, comme ce sacrifice
les corsets. Mais de nouveaux loisirs et des sports vont autoriser les femmes à commander aux tailleurs des tenues confortables, inspirées du vestiaire masculin. L'anglais John Redfern fait figure d'exemple à la fin du 19e siècle. Un siècle où les mouvements féministes, comme les Saint-Simoniennes, Amelia Bloomer en Bloomers aux États-Unis ou les suffragettes en Angleterre, ont commencé à utiliser le vêtement comme symbole d'émancipation. L'histoire s'accélère lors de la Première Guerre mondiale quand Gabrielle Chanel adapte le vêtement aux nouvelles réalités sociales, popularisant le jersey des hommes, puis les petites robes noires qui habillent les garçons. Dans les années 1920, Madeleine Vionnet décide de couper le tissu en biais pour que ces robes épousent les courbes du corps. Une révolution. Confort et mouvement deviennent les mots d'ordre de la mode, particulièrement celles créées et revendiquées par des femmes pour les femmes. Marie Quant et Sonia Rykiel comptent parmi les pionnières lorsqu'elles brandissent mini-jupes et tricots, pilotant les années 60. Le ton est donné et d'autres créatrices s'en emparent pour inventer la mode que l'on connaît désormais. Diane von Furstenberg ou Sandra Rhodes dans les années 70, Rei Kawakubo, Jill Sander, Norma Kamali, Donna Karan à partir des années 80, puis Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe Philo, Victoria Beckham jusqu'à maintenant. Une idée de la mode et des femmes relayée par le cinéma et ses légendes. De Hollywood à la France, des actrices comme Marlène Dietrich, Katharine Hepburn, Cate Blanchett ou Isabelle Huppert l'incarnent à merveille. Ainsi que des personnages comme ceux du film Working Girl ou des séries Emily in Paris ou Succession. Le grand écran met en lumière l'émancipation des femmes, un combat que des femmes politiques ont à cœur de défendre afin qu'un jour l'égalité devienne réalité. Simone Veil, Hillary Clinton, Kamala Harris ou encore Michelle Obama se font entendre, mais aussi voir, veillant à projeter leur autorité pour mieux s'affirmer, faisant de l'allure un véritable outil d'influence. Le vêtement dépasse alors la simple apparence, il devient un signe de légitimité et plus encore un marqueur de pouvoir. Alors je me tourne vers vous, Farida, parce qu'on voit ce mouvement qui est en marche, mais derrière tout ce mouvement, il y a des histoires de vie. Et vous le racontez dans une histoire française. La mode, le vêtement, vous a défini, vous a sauvé aussi, je pense qu'on peut le dire. Et en tout cas, il vous a permis, vous dites, de changer de place. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire qui vous est arrivée et comment le vêtement a joué ce rôle-là dans votre vie ? En fait, le vêtement, pour moi, a toujours été important. Même quand j'étais enfant, je me souviens, avec ma mère, nous allions au marché et nous achetions des vêtements à 1 franc. À l'époque, c'était pas beaucoup, ou 5 francs. Et c'était des choses en acrylique. Et je choisissais toujours des choses qui avaient l'air chic. Et bien sûr, c'était pas chic du tout, mais pour moi, c'était très important de me donner une allure. Et j'ai compris qu'à travers le vêtement, on pouvait passer un peu partout. Ensuite, je suis arrivée à Paris, et quand je suis arrivée à Paris, je suis sortie tous les soirs, et j'ai fait la fête. Aussi, pardon, je vous interromps, Farida. Vous fuyez quand même, vous êtes affranchie d'une famille. Oui, je m'affranchis de ma vie, je décide de ma vie, et j'arrive à Paris, et j'embrasse la liberté, parce que je voulais vivre la liberté. Je voulais faire ce que je voulais et je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais tout ce que je voulais, c'était être libre. Je voulais être une femme libre. Donc voilà, et avec mes amis, à travers le vêtement, notamment Christian Louboutin et tous les autres de la bande du Palace, on allait au marché Saint-Pierre, on achetait des tissus par exemple de toile cirée. Je me souviens que Christian m'avait fait une mini-jupe en toile cirée. J'avais des barésies et des talons aiguilles des talons aiguilles rouges qui m'avaient ramené de Londres, qui étaient tellement usés que le talon était en banane. Mais je les adorais. Et évidemment, dès que j'ai esquissé un pas de danse, la jupe s'est déchirée jusqu'en haut. Donc j'ai enlevé ma jupe et je suis restée juste en pull et en barésie. Et en fait, ça faisait un look. Et finalement, tous les couturiers avec lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Azine Alaya, se souvenaient tous de la manière dont j'étais habillée. En fait, ils m'ont repérée par mon style et par mon allure. Pas tellement parce que j'avais le profil mannequin, mais juste parce que j'avais une attitude différente et que je proposais autre chose. Et donc voilà, ma carrière dans la mode a commencé comme ça, par mon style. Après, évidemment, j'ai épousé leur style avec un grand enthousiasme, mais je l'ai toujours adapté au mien. En fait, c'est ça la mode. La mode, ça vous donne des petits pics, mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre et l'adapter à votre propre style. Bien sûr, toutes les femmes ne savent pas comment s'habiller, mais je pense aussi qu'elles n'osent pas tellement. Dans la vie, il faut oser. C'est toujours très ténu le truc entre le ridicule et le chic. On sait jamais. Moi-même, quand je m'habille, je me dis non, là c'est trop, c'est pas possible. Tu peux pas sortir comme ça.
Et puis en fait, je me dis bon allez, assume ma fille, c'est pas grave, même si tu te plantes, c'est pas un drame. Et en réalité, c'est ça. Et les femmes de tous les jours, j'imagine vous dans la salle, peut-être que vous avez peur d'oser et que vous dites non, je peux pas aller là et tout ça, et vous allez plus vers la sécurité. Je pense que quelquefois, il faut se permettre de faire des choses et d'y aller, quel que soit le résultat, même si c'est tout à fait improbable. Moi, j'ai eu plein de fois où j'étais habillée vraiment d'une manière très, très douteuse. Mais bon, c'était comme ça. J'ai appris aussi beaucoup à m'habiller. Quand on travaille dans la mode... Comment vous l'avez appris? Parce que c'est ce que Charlotte dit, on apprend tout, on apprend à cuisiner, on apprend... à lire, à écrire, on vous apprend tout dans la vie. Mais plus que cuisiner d'ailleurs, c'est mieux. En général, votre mère ou votre père vous apprend à cuisiner, mais c'est vrai que personne vous apprend à vous habiller. En tout cas, les femmes, on vous apprend. Vous avez des références. Vous avez votre mère, ou alors vous allez contre votre mère. Vous faites l'opposé, ou alors vous avez des femmes, des actrices, des mannequins, des chanteuses, la musique, le rock. Je ne sais pas si on peut dire le rock encore aujourd'hui, mais en tout cas, les musiciennes ont souvent des styles très forts et on peut s'en approprier. C'est vrai que ce sont des femmes qui sont dans des occasions très particulières. Aujourd'hui, je pense que une des raisons peut-être pour laquelle les réseaux sociaux sont envahis de femmes qui donnent des conseils aux femmes pour s'habiller, je pense que c'est la preuve effectivement que beaucoup de femmes n'en ont aucune idée. Oui, et en même temps, on n'a pas toutes des références. Les journaux féminins essayent de jouer le rôle de référence et le sont généralement. Moi, ils l'ont été pour moi dans ma vie. C'est l'histoire de Madame Figaro aussi. Les réseaux sociaux peuvent l'être pour beaucoup, même si ça devient aussi un autre corset. On va y revenir avec vous, Olivier. Mais au départ de votre livre, Farida, il y a quand même en exergue cette phrase qui est une grande phrase de liberté, parce que c'est une citation de Frantz Fanon. Donc c'est une phrase d'affranchissement. Vous dites: dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. On n'est pas obligé d'avoir des références pour s'affranchir. On peut aussi créer, jouer aussi, peut-être s'offrir la liberté de jouer avec ses vêtements. Et c'est peut-être là qu'il y a une liberté qui se crée. Tout à fait, on doit s'inventer en fait chaque jour. C'est pour ça que j'aime tellement cette phrase de Fanon qui en a dit tellement d'autres, et qui est un homme très très brillant, un grand psychiatre, un grand résistant et un grand écrivain et un grand penseur. On doit se créer et on doit se détacher de notre histoire et de notre origine, parce qu'on est un sujet, on est singulier, quelles que soient nos origines. Quelle que soit notre origine. Voilà, quelle que soit notre origine, on doit s'en détacher et s'en inventer une. On est une personne, on n'a qu'une seule vie et on doit la trouver. En tout cas, on doit la chercher. Notre vie doit nous aider à se trouver et chaque jour, on se crée interminablement. C'est tellement beau et tellement fort que j'ai effectivement voulu la mettre au début. Et c'est pour ça que vous dites, en fait, ce qui donne de la force et de la liberté, c'est pas d'être en tailleur-pantalon, c'est de réussir à exprimer quelque chose de soi, parce qu'on met parfois toute une vie aussi à trouver qui on est, et on n'est pas forcément la même personne pendant toute une vie. C'est le voyage d'une vie, c'est l'histoire de la plus grande rencontre. Enfin, c'est quand même aussi déjà de réussir à se rencontrer. Mais là, vous dites quelque chose, Olivier, moi, que j'aime beaucoup. Vous dites, mais le regard de l'autre reste encore aujourd'hui une prison pour les femmes qui cherchent avant tout aussi à se définir en disant: est-ce que je suis assez ceci, assez cela. Elles sont encore pour beaucoup dans ce lien qui les contraint à la séduction. Vous dites, le jour où il y aura plus de regard, finalement, peut-être qu'on pourra commencer à parler d'affranchissement. C'est compliqué de parler de tout ça, c'est complexe. Mais avant de partir sur cette question, je voulais aussi revenir sur une phrase que Farida, qui est très belle dans son livre. C'est une évidence, ça m'était jamais apparu. Elle dit dans son livre que la mode, c'est finalement une œuvre d'art qui est à portée de tous, une œuvre d'art qu'on peut porter à la portée de tous. Et ça, on l'oublie aussi, la mode, c'est du style, c'est de l'artificiel. Et c'est pour ça qu'on aime aussi. La mode est un art dont le monde entier porte C'est très beau parce que ça revient aussi, si on était tous en uniforme comme moi j'ai décidé d'avoir le même pantalon, mais je me fais allumer sur les réseaux sociaux où les gens me disent que c'est nul, que c'est moche. Aujourd'hui, on va me dire que je suis caméléon avec la moquette. Et donc, bien vu. Mais la mode, c'est aussi cette ambiguïté.
elle meurt pour renaître sous une forme opposée, artificielle, superficielle, et on sourit de ça. Pour Mais revenir à oui, votre parce que question, oui, j'ai l'impression que, je ne sais pas, j'ai pas autorité, mais j'ai l'impression que les femmes sont sensibles au regard que les hommes peuvent porter sur leurs vêtements, mais aussi des autres femmes. Tandis que je crois bien que les hommes, on s'en fout un peu. Je crois bien qu'on s'en... Enfin, moi, je m'en fous complètement. Bon, peut-être pas tant, puisque j'ai Peut-être pas noté tant que ça. les réseaux sociaux qui mais nous, on m'allument. s'en fout pas complètement. Mais je crois que, en fait, le regard de l'autre chez l'homme est moins connecté à l'état de séduction. Je crois que quand même, sur la femme, on est toujours à identifier la séduction, que ce soit chez les actrices, chez les mannequins, chez les femmes d'affaires, chez les femmes politiques. Il y a toujours un combat entre ce qu'elles pourraient porter librement et ce que l'on dit de se porter. Je crois que c'est pas clos encore. Oui, et les réseaux sociaux sont une caisse de résonance envers ça. Je lisais hier soir un post de Billie Eilish qui dit « Quand je suis confortable, on me dit que je suis pas féminine. Quand j'enlève une couche, on me dit que je suis une prostituée. Est-ce qu'à un moment, je vais pouvoir exister en étant moi-même libérée du regard de l'autre ?» Bon, elle dit ça sur Instagram. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez aussi de Kim Kardashian. Vous dites finalement, est-ce qu'elle a montré une image de pouvoir ou est-ce qu'elle enferme la femme encore dans un nouveau corset? C'est un nouveau corset, vraiment. Il m'est arrivé une expérience, j'étais chez les mannequins Stockmann. Et vous voyez, un mannequin Stockmann du 19e, c'est comme s'il avait un corset, la taille est très courte, le buste est bombé comme une gorge de pigeon, c'est très extraordinaire. Et à côté, il y avait un mannequin pour les sous-vêtements type Kim Kardashian. Eh bien, c'est le même corps. Les seins sont augmentés par la chirurgie esthétique. La taille, on a enlevé les côtes, donc les tailles des filles sont beaucoup plus petites. Et les hanches sont beaucoup plus volumineuses. Donc le corset existe toujours. Hein, il appartient aux médecins, aux chirurgiens, mais il existe toujours. Mais il y a aussi de très beaux contre-exemples, Ouais. dont Farida, dont d'autres femmes, dont d'autres... Il y a plein de contre-exemples. Et alors Charlotte, je me tourne vers vous parce que donc, il y a quand même deux lignes qui se rejoignent. Il y a la ligne de l'autonomie économique des femmes qui est en cours. C'est long, mais 200 ans, c'est très court dans l'histoire. Et puis, plus ces femmes gagnent finalement en autonomie, plus elles travaillent aussi, et plus elles atteignent des postes à responsabilité dans le travail, plus elles disent « j'en ai marre ». Et votre marque, elle incarne ça. Elle dit « je veux une tenue qui me permette d'oublier ma tenue ». Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Merci. Oui, ça, c'était vraiment le propos que j'ai eu quand j'ai repris cette marque Molly, qui est une vieille marque de maille. Je me suis dit, je vais offrir aux femmes la tenue dans laquelle elles vont se sentir bien, au double sens de bien physiquement et bien aussi parce qu'elles se sentent belles. Et effectivement, on sait quand on se sent bien et belle, on passe des meilleures journées. Et oui, en fait, c'est intéressant parce que je me rends compte que de plus en plus de clientes sont effectivement des femmes qui, comme je le disais, ont des remises de prix, des présentations à faire, mais qui ont aussi la réunion de parents, qui ont aussi tout ça. Et pour les avoir écoutées dans des tables rondes, à l'école, exactement. Sac. Et pour les avoir écoutées dans des tables rondes et qui voyagent, donc elles roulent leurs vêtements Molly dans leur valise, tout ça est très pratique. Et ils sortent défroissés. Elles-mêmes ne sont pas froissées quand elles sortent de l'avion. Exactement. Elles peuvent déjeuner. C'est ce côté pratique dont on a besoin, et on en parlait de un peu ce darwinisme dans le vêtement. C'est-à-dire que je pense que de plus en plus, on va commencer à abandonner les choses qui nous contraignent parce qu'elles sont lourdes ou parce qu'elles sont compliquées à entretenir, à porter, etc. Et effectivement, c'est le propos de la marque d'offrir ces tenues dans lesquelles elles vont passer la totalité de leur journée sans qu'il y ait de besoin de se changer entre les deux. Et je vois un peu ce côté French style que nous envient, par exemple, les Américaines. Sans les caricaturer, c'est vrai que les Américaines, elles passent un peu du jogging ou legging à la tenue des grands soirs. Et j'ai trouvé génial ce qu'a fait Mathieu Blasi chez Chanel récemment, d'avoir insufflé ce French style dans le métro de New York. C'est un peu ça la dégaine des femmes que je vois moi à Paris, en tout cas que j'ai envie de voir. Certaines tenues étaient plus extravagantes que d'autres parce que c'est un défilé, mais on a quand même vu des choses très métables et très
coloré et voilà, où on sent que les femmes peuvent bouger, se mouvoir, et tout en étant habillées ni trop ni pas assez. Oui, vous dites que en fait, vous essayez de leur offrir la liberté de penser à autre chose pour s'exprimer par la parole, la pensée, l'action. Exactement. C'est quand on peut se mouvoir dans un vêtement, on pense à autre chose que est-ce que je peux lever le bras, décroiser mes jambes et enfourcher un vélo. La tête est libre parce que le corps l'est, je pense. Ouais, et vous dites aussi, aujourd'hui, finalement, je ne m'impose pas par ma tenue, je m'impose parce que j'ai confiance en moi. C'est vraiment ce propos de confiance en étant bien, dans le fameux sens de bien physiquement, je pense. Et de confortable, sans être en et en même temps avec une certaine allure. Après, dans mes fameuses clientes, j'ai autant des avocates ou des notaires que des chefs d'entreprise dans des industries d'ailleurs très féminines, dans la cosmétique ou dans le luxe. Et c'est amusant parce qu'elles peuvent choisir les mêmes vêtements, mais certaines vont encore rester dans des couleurs assez sobres, quand d'autres vont aller vers la couleur. Et le reste exactement la même matière, la même silhouette, le même pantalon ou la même jupe, mais elle aura été choisie dans un colorama différent. Et donc vous dites aujourd'hui, par exemple, ce power dressing dont on parlait avec le tailleur pantalon et tout, vous dites aujourd'hui, il s'incarne plus forcément dans la veste, plus forcément dans les talons d'ailleurs non plus, mais dans la matière et dans la couleur. Et dans le mouvement. Effectivement, c'est vraiment le propos de la maille. Quand j'avais été voir une belle exposition qui n'est plus visible malheureusement, qui s'appelait La mode en mouvement au Palais Galliera, il y avait une belle citation de Lucien Lelond d'il y a 100 ans dans le Vogue, où il disait « La mode doit s'adapter à l'exigence de nos vies actives ». Et c'est un peu l'objectif que je veux pousser avec Molly, j'ai envie juste d'aider ces femmes qui n'ont pas forcément d'idées, qui ont pourtant des rôles à jouer, plein de rôles à jouer d'ailleurs dans leur journée, et qu'elles soient accompagnées avec un vêtement facile. Merci Charlotte. Je vous propose de regarder une autre capsule, toujours pensée par nos équipes et par Jérôme Gauthier, autour du rôle qu'ont joué les magazines féminins dans l'accompagnement de ce mouvement que décrit Charlotte, et de ce jeu aussi dont parle Farida. Madame Figaro a 45 ans et son histoire a commencé au moment où s'imposait la femme des années 80, plus affirmée, libérée et économiquement autonome. L'émancipation est un élan qui aura pris du temps. C'est ce que nous montrent et nous racontent les magazines de mode depuis le 19e siècle. Par le pouvoir de l'image, ils transforment le regard porté sur les femmes et participent à leur libération. Au départ, les silhouettes sont corsetées, fort élégantes mais très soumises. En 1804, le Code Napoléon place les femmes sous la tutelle du mari, comme des enfants. Pourtant, la mode esquisse les premiers signes d'une évolution et d'une nouvelle visibilité dans l'espace public. La Première Guerre mondiale fait voler en éclats le corset. Les femmes remplacent les hommes au travail, changeant de rôle et de tenue. Le vêtement d'usine doit libérer le mouvement. La nouvelle autonomie passe maintenant par l'emprunt du costume d'homme, et aussi par les matières, telles le jean. Dans les années 1920, la silhouette androgyne, les cheveux courts et les robes droites symbolisent la garçonne, frondeuse et indépendante, popularisée par la presse de mode. Coco Chanel achèvera d'installer cette révolution en réinventant les codes, l'architecture et la souplesse du tailleur féminin. En France, le mouvement s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Deux nouveaux titres de presse apparaissent, Elle et Marie-Claire, avec une approche plus sociétale nourrie des 30 Glorieuses. La femme sort enfin de la sphère domestique pour investir le monde du travail, notamment au bureau. Dans les années 60 et 70, porter la mini-jupe puis le pantalon deviennent deux symboles forts de libération sexuelle. Yves Saint Laurent consacre le power dressing avec ses costumes empruntés aux hommes. La femme a accès au monde de l'argent. L'histoire de l'empowerment prend toute sa dimension. Madame Figaro peut naître. Dès 1980, le magazine, conçu à l'origine comme un supplément du prestigieux Figaro, s'adresse à des femmes toujours plus actives dont le power dressing reflète l'émancipation. Éducation, travail, culture, elles gèrent vie privée et carrière. Elles investissent les métiers financiers, affirmant leur autonomie intellectuelle et leur pouvoir d'achat. En mettant en scène des femmes en mouvement, dans un décor urbain et cosmopolite, les féminins ont transformé l'imaginaire collectif, proposant des figures toujours plus diverses et libres. Des femmes investies dans la vie de la cité et dans la construction du monde de demain. Des rôles modèles. Loin d'être superficiels, la mode reste en 2026 un instrument de conquête au service de la liberté des femmes. Olivier, je me tourne vers vous en conclusion un petit peu de cette table ronde. Charlotte a parlé de darwinisme. Aujourd'hui, il y a ce mouvement en fait, qui pousse la mode à épouser le mouvement des femmes qui est lié aux mobilités urbaines.
Tu le disais, Charlotte, il y a la micro doudoune. Chez vous aussi, la capsule s'impose. La cagoule. Vous ne vendez plus d'écharpes. Oui, c'est amusant. On en avait fait il y a 3-4 ans et on ne vend plus une écharpe parce qu'en fait, c'est long, c'est encombrant, ça ne peut pas se mettre dans un sac. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, on voit des cagoules partout portées comme des cache-cou parce que c'est léger, pratique et ça se glisse dans son sac. Voilà. Il y a ce mouvement-là. Il y a le mouvement aussi d'une mode non genrée, où finalement, toi tu le vois chez les plus jeunes de 15 ans qui disent on veut être... C'est pas qu'on veut être habillé comme les garçons, c'est qu'on veut que les garçons et les filles finalement s'habillent à peu près de la même manière. Olivier, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans la mode actuelle qui porte, si c'est le cas, je ne sais pas, encore cette émancipation des femmes par le vêtement? En fait, je note quand on est dans un climat quotidien comme aujourd'hui, je note que les femmes sont beaucoup habillées comme les hommes quand même. Il y a beaucoup de vestes, beaucoup de pantalons. Je pense que le règne de la robe et de la jupe est un peu attaqué. Et on comprend quand on veut travailler, quand on veut faire plein de choses. Je note quand même autour de moi qu'il y a un règne de la chemise d'homme pour femme. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très sexy. Je me souviens aussi d'une parole d'Asdin Alaya avant qu'il disparaisse. Il revenait, il avait fait un tour avec le chauffeur pour se balader. Et il m'avait dit, ah, tu sais, je reviens de voir un peu les filles là dans la rue. Les mini-jupes, c'est vraiment fini. Elles sont toutes en short. Il ne faut plus faire de mini-jupes. Mais je pense en effet, oui, c'est pas facile d'être en mini-jupe, c'est kamikaze. Le short, pas facile d'être en short non plus. C'est pas facile d'être en short, mais ça a l'air d'être plus facile puisqu'il y en a beaucoup. Non, je pense qu'il y a une standardisation peut-être du vêtement de l'un à l'autre, de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Parce que je vois aussi inversement des hommes un petit peu plus audacieux, qui n'ont pas peur du ridicule, ou alors qu'ils l'ont, mais c'est vraiment quelque chose par-dessus la jambe. Je crois qu'il y a une forme d'indifférence qui est assez saine aux vêtements. Mais j'aime bien ces remarques que tout à coup, il n'y ait plus d'écharpe parce que ça ne correspond plus. Parce qu'il y a aussi des réalités qui l'emportent sur la mode. Ça, c'est vraiment... il y a la mode des cours de Versailles au 18e, des podiums de défilé au 20e, et puis il y a aussi la réalité de la rue. Je vois au Japon, il y a beaucoup... toute une vague de jeunes Japonais portent des vêtements de travail, et plus ils sont troués, plus rapiécés, plus ils sont chers. Et ce sont des vêtements absolument ordinaires. Il n'y a pas plus ordinaire. Donc je crois qu'il y a une forme d'abandon qui me paraît sain, mais je suis pas... Et qui l'incarne, selon vous, aujourd'hui, parmi les couturiers ou les marques ou certaines images que vous pouvez voir femmes? Je sais pas. La dernière fois qu'on parlait, on se demandait qui incarnait un peu une forme... Je trouve qu'une femme ou un homme n'a jamais a l'air très élégant quand il n'est pas piégé par ce qu'il porte ou par ses vêtements qui ne disent pas le prix qu'ils sont. Et je trouve que dans ce cas-là, Jodie Foster est assez belle. On se fout royalement de ce qu'elle porte, d'ailleurs. Parce qu'elle est tellement intelligente, tellement brillante, que de toute façon, même si elle est... des fois, c'est mauvais. C'est pas forcément le super style, mais c'est ce qu'elle dégage. Donc, c'est ce que les femmes imposent, qu'elles sont. Par exemple, Tilda Swinton est une femme super élégante. Mais j'aime aussi, par exemple, le vestiaire féminin pour les hommes. Timothée Chalamet, avec un dos nu à Venise, fait par Haider Ackermann, qui d'un seul coup change complètement les codes masculins. Donc tout est interchangeable aujourd'hui. On peut s'habiller comme un homme, comme une femme, et puis en fait il faut être qui on est. Et pour pas cher aussi. Pardon. Et pour pas cher, parce qu'on parle de grands couturiers, mais ça aussi c'est un danger, le pas cher. Mais il faut du pas cher parce que tout le monde ne peut pas s'offrir des vêtements de marque. Et les jeunes le font très bien. Ils le font super bien. La mode vient de la rue, il faut savoir ça. Donc regardez les jeunes comme ils sont habillés, vous verrez ce que vous verrez demain sur les podiums. En tout cas, merci à tous les trois. Farida, quand nous nous sommes rencontrés tous les trois pour préparer cette table ronde, vous avez dit quelque chose, vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le monde du tout économique, ça prend beaucoup de place, mais
que les femmes n'oublient pas de toujours s'inspirer auprès des femmes intelligentes, auprès des femmes qui portent la culture, auprès des femmes qui écrivent, auprès des femmes qui pensent. Et finalement, plus on nourrit son intelligence, plus l'allure suit. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une société portée aussi beaucoup, même si on ne les voit pas toujours beaucoup, mais par des femmes brillantes. Restons le plus au contact possible de leur feu, de leurs pensées, et peut-être que ça nourrira un affranchissement aussi dans la ligne et la tenue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Charlotte. Ça vous va si on conclut sur ça? Magnifique conclusion. Voilà. Merci à tous, merci à toutes Merci. de nous avoir suivis. Merci. À bientôt. Bonne journée au sein du Grand Palais et du Figaro.